Saturday night. Look at those crowds. The theater's sure do a big business. But me, I just like to sit back and soak up the night. Spider-Man, you're not the only one who knows how to use a web. Salut tout le monde, alors pour commencer je tenais à présenter mes excuses concernant l'absence du podcast. Le dernier épisode de Centralcast est sorti en janvier 2024 donc ça commence un peu à remonter. La raison principale de cette absence c'est qu'en parallèle du podcast j'ai commencé à réaliser des vidéos verticales pour Centralcast, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. À mon avis j'apprends rien à personne en disant ça puisque je pense que la plupart des gens qui écoutent le podcast l'ont connu grâce à ces vidéos. À la base, c'est des vidéos que je faisais juste pour faire patienter entre deux sorties de podcast et on va dire que ça s'est pas trop passé comme prévu. Puisqu'au final, je me suis pris au jeu et j'ai fait de plus en plus de vidéos avec un processus de production de plus en plus chronophage. En plus de la contrainte de temps, les vidéos ont fait que je me suis assez rapidement retrouvé face à un mur quand j'ai voulu écrire de nouveaux podcasts. En effet, la plupart des sujets que je souhaitais aborder en podcast il y a encore un an sont des sujets que je préfère traiter en vidéo aujourd'hui. J'aime beaucoup le format podcast, mais force est de constater que pour beaucoup de sujets que j'aborde, le support visuel est quand même bien utile, notamment pour parler de certains artistes ou de certaines planches en particulier. Attention, je suis pas en train de dire que les podcasts vont s'arrêter, très loin de là. Je réfléchis juste à faire évoluer leur format pour les rendre plus pertinents et mieux adaptés au format audio, en plus de réfléchir à de nouveaux concepts. Et ça tombe bien, c'est pour un tout nouveau concept qu'on se retrouve aujourd'hui. Le but de ce concept, qui n'a pas de nom particulier pour l'instant, c'est de faire venir un invité que j'apprécie personnellement ou dont j'aime le travail, et de le questionner sur son rapport à Spider-Man, que ce soit en tant que personnage ou en tant que licence. C'est un format que je veux assez libre, dans lequel l'invité et moi on part d'une base Spider-Manesque, et puis on se laisse guider, sans nous empêcher de dériver vers d'autres sujets au fur et à mesure de la conversation. Et pour cet épisode pilote, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'est très sympathique, quelqu'un que je connais très bien et avec qui je sais que la discussion sera pertinente, et si elle l'est pas, elle sera au moins divertissante. Salut Jérémy, comment ça va ? Ah bah, après le costume que tu viens de me tailler là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bah, tant mieux. Bah du coup ouais, effectivement, moi je suis un vieil ami de mon hôte de ce soir, que je remercie pour l'invitation. Et bah de rien. Et puis on peut dire qu'effectivement notre histoire elle remonte un petit peu comment dire. Elle remonte à la fac, automne 2017, si je me souviens bien. Exactement. Dans les couloirs de l'île 3. Exactement. Et du coup, ouais, on a étudié le cinéma ensemble et j'espère qu'on a forgé bien plus que des cours ensemble. Donc, Bien sûr. c'est comme ça que j'ai rencontré Léo, la voix et le visage derrière Centralcast aujourd'hui. Mais ouais, si tu veux, je peux faire aussi une présentation un peu plus personnelle. Vas-y, justement, c'est ce que j'allais dire, je te laisse te présenter pour tous les auditeurs. Du coup, moi, je suis avant tout un homme qui vit avec un besoin viscéral de raconter des histoires. Et aujourd'hui, à 26 ans, bientôt 27, je ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir transmettre un récit, un objet narratif qui, sans forcément captiver, peut au moins donner l'impression de mon acharnement pour offrir quelque chose de beau et livrer un travail fini dans ma jeune vie. Et avant mes 30 ans, je l'espère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte un projet de bande dessinée, principalement en tant que scénariste, mais aussi en collaboration avec un illustrateur talentueux que vous pouvez retrouver sur Instagram, @47tora, T-O-R-A. Et du coup, c'est un projet d'environ 80 pages, dont je t'ai déjà parlé, Léo. Et au format comics américain, on ne sera pas perdu, on peut peut-être faire un lien avec Spider-Man. D'ailleurs, confirme-moi bien, c'est bien du 170 sur 260. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais de ce que tu m'avais montré, ouais, ça avait l'air d'être ça. Ouais, donc généralement, ouais, format comics américain, 170 sur 260, c'est à peu près du B5. Et c'est un format qui est un peu plus vertical que de la 4, qui est généralement utilisé pour de la bande dessinée classique, la bande dessinée française. Pour ce qui est du contenu, on propose une réécriture des personnages de Sherlock Holmes et John Watson dans un espace huis clos, du mythique 221B Baker Street. Le fameux. Et on a une histoire qui se situe dans les années 90. Donc on a fait choix parce qu'on vise à mener une enquête beaucoup plus introspective. Et les archétypes de nos personnages, on trouvait qu'ils s'inscrivaient plutôt bien dans l'idée qu'on se fait des années 90. Donc une ambiance un peu grunge. Et puis surtout sans toutes les stimulations numériques qui pourraient venir perturber leur évolution aujourd'hui. Donc on a un Sherlock qui est beaucoup plus adolescent, sans maturité émotionnelle, torturé par son besoin de stimulation permanent,
C'est quelqu'un de très mécanique, sans empathie, un peu contre le monde, mais suffisamment humain pour avoir peur du vide. Et donc, tout au long de l'histoire, on l'observe en train d'essayer de trouver un moyen pour répondre à son besoin de stimulation, tout en étant freiné par son humanité, symbolisée par John Watson. D'ailleurs, pour ce qui est de John Watson, on aimerait bien se détacher de l'image un peu du personnage faire-valoir. Et on a un Watson un peu plus vieux, plus mature, et torturé, lui, par l'incapacité à protéger Sherlock, qu'il perçoit un petit peu comme un fils du fait de l'écart d'âge et de la relation qu'ils ont ensemble. Avec lui, l'idée, c'est plutôt de voir jusqu'à où il est prêt à aller et que sacrifie-t-il pour le protéger. Eh ben écoute, c'est top. Franchement, je rigole parce que pour donner un peu de off à nos auditeurs, j'ai envoyé le plan du podcast à Jérémy quelques jours avant pour qu'il puisse rapidement préparer, qu'il sache à quoi s'attendre niveau questions et qu'il puisse un peu préparer. Et avant le podcast, il m'a dit « Ouais, j'ai pris quelques notes. » Je m'attendais pas à ce que tu fasses un TED Talk, mais c'était très bien. Après, dis-toi que c'est un projet que j'ai l'habitude de pitcher dans les... Non mais oui, je sais, je rigole, t'inquiète pas. Dans les festoches. Et non, c'est très bien que t'aies tout déroulé comme ça donne vachement envie de s'intéresser au projet, je trouve. J'avais peur justement de devoir un peu te tirer les verres du nez là-dessus, et au final, t'as fait une super présentation, j'aurais pas dit mieux, donc super. Ouais, moi, c'est écrit « Que fais-tu dans la vie ?» Clairement, j'allais pas partir dans ce que je fais professionnellement dans la vie, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt avec le podcast. Mais pour ce qui est des projets personnels, en tout cas aujourd'hui, c'est un projet personnel, j'en vis pas forcément. Oui, bien sûr. C'est un projet qui peut faire sens et être cohérent pour le podcast. Évidemment, c'était là. Je voulais que tu parles de ça quand j'ai posé cette question, donc c'est très bien. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, on se connaît depuis très longtemps, depuis 2017. Enfin, ouais, ça commence à faire maintenant. On s'est rencontrés à la fac, on a vécu en colocation ensuite. Du coup, on a eu beaucoup de discussions sur tout un tas de sujets. Et des très longues discussions même des fois. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce premier épisode avec Jérémy, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a de la conversation et qui a aussi une grande capacité d'écoute. Et c'est toujours utile pour ce genre d'exercice. Ça fait plaisir. Après, je prétends pas connaître Spider-Man, mais comme tu le disais, je pense que j'ai une vision de Spider-Man. J'ai une idée de ce qu'est Spider-Man pour moi. Et avec une encyclopédie Spider-Man à côté, ça peut être sympa de voir un petit peu comment on rebondit. Mais c'est très bien que tu dis ça, parce que justement, ça me permet de dire que ce concept-là, c'est vraiment pas destiné à inviter que des gens qui sont ultra fans de Spider-Man. C'est destiné à des gens qui ont un rapport quelconque avec, qui le connaissent, c'est tout. Enfin, qui connaissent le personnage ou la licence. Et on discute en partant de ça, et on peut parler vraiment de 1000 choses différentes. Du coup, en guise d'introduction, je vais juste te demander, sans trop rentrer dans le détail pour l'instant, vraiment en étant le plus simple et le plus concis possible, c'est quoi toi ton rapport à la licence Spider-Man actuellement ? Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est une licence qui t'attire ou pas spécialement ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être où t'as un petit peu un ras-le-bol, quelque chose C'est quoi ton sentiment par rapport à ça ? Alors, en vrai, ouais, question intéressante. Au début, j'ai essayé un petit peu de me mentir à moi-même, je pense. Mais je pense que j'ai pas forcément un amour profond ou une identification profonde à la franchise. Parce que je pense que je suis pas Peter Parker. Je me suis jamais vu comme un Peter Parker dans la cour d'école, tu vois. J'étais pas forcément l'ado un peu nerd, un peu loser, genre maladroit dans ses relations avec les autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens Peter Parker. Et ça peut se comprendre. Mais je relativise un petit peu parce que je me vois plus comme un Flash Thompson. Mais dans la réalité, je pense que j'ai toujours été un bon laquais du bully, un laquais de Flash Thompson. Le mec un peu voyeur, le figurant. Je vois ce que tu veux dire. Et ouais, tu vois, c'est comme ça que j'ai dans mon adolescence, c'est comme ça que je ressentais les choses. Et le pire, c'est que ça me convenait bien dans le fond, tu vois. Ouais. J'ai toujours été content d'être un laquais de Flash Thompson dans l'idée. Ok. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose de récurrent chez toi de juger le rapport que tu as à une œuvre par le processus d'identification comme ça, ou c'est vraiment pour cette licence-là en particulier que tu passes
beaucoup par ça. Ouais, là, tu vois, je pense que c'est l'identification par rapport au personnage. Les personnages qui sont dans Spider-Man me parlent pas forcément. Donc, on a parlé de Peter Parker, mais c'est aussi le cas pour Spider-Man. J'ai jamais voulu être un Spider-Man, j'ai jamais voulu être un justicier. Et je suis plutôt quelqu'un qui n'affronte pas du tout ses responsabilités. Donc, même si peut-être que Spider-Man le fait aussi un petit peu, mais justement, la devise un grand pouvoir implique de grandes responsabilités vient peut-être lui rappeler que il faut justement se confronter à ses responsabilités. Mais moi, je les fuis totalement. Et il n'y a jamais eu volonté de se confronter à elles. Mais, c'est très honnête. Ouais, mais j'essaye de changer. Et peut-être qu'aujourd'hui, bizarrement, c'est un personnage qui m'intéresse un peu plus en tant que jeune adulte, mais pas forcément en tant qu'adolescent. Je sais pas si tu as une explication par rapport à ça, mais... Pas spécialement, mais ça peut se comprendre. C'est un personnage qui est quand même assez vieux, tu vois, et en soi, on a souvent cette image de lui adolescent, mais il a pas du tout été que adolescent, tu vois. C'est un personnage qui est adulte maintenant, qui stagne même, on peut dire, au stade d'adulte. Mais non, en tout cas, ça me choque pas du tout ce que tu dis, ce truc de se reconnaître de plus en plus en grandissant. Je trouve ça très, très cohérent, ça me choque pas du tout. Je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Et je pense aussi que, en fait, plus on vieillit, plus on essaye de devenir une meilleure personne. Enfin, j'espère du moins. Ouais. Et que fatalement, il y a peut-être un moment où tu vas te rattacher un peu à ce genre de figure héroïque, dirais-je. Je parle pas seulement de super-héros en disant ça, mais forcément, tu vas prendre des modèles dans la fiction, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, puis en grandissant, je pense que ton degré de lecture il s'accentue un peu plus. Là où, tu vois, tout à l'heure, tu posais la question, l'identification à un personnage, je pense que c'est plus propre à un enfant, voire à un adolescent, parce que c'est le degré de lecture le plus simple. Mais par contre, tu vois, avoir conscience d'une lecture, de la thématique abordée d'un film, par exemple dans Spider-Man, la thématique de la responsabilité, je pense que ça, c'est un degré de lecture qui est plus avancé déjà. Et bien sûr, ouais. En tant que jeune adulte, tu vois, comme je te disais, moi je suis quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui aimerait bien les affronter. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui mon identification à Spider-Man, en tout cas la thématique qu'il traite, et elle est un peu plus forte et un peu plus cohérente, et je me sens un peu plus aujourd'hui concerné par ce que raconte ce film, ou en tout cas ce personnage. Je vais enchaîner et te demander, aussi loin que tu te souviennes, d'après toi, quel a été ton premier rapport à la licence Spider-Man? Du coup, évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, je t'ai posé les questions avant, et c'était pour moi important de poser celle-là surtout avant, histoire que tu puisses te plonger dans tes souvenirs et voir un peu ce qui t'a marqué peut-être dans ton enfance sur le personnage ou quoi. Je sais pas, dis-moi quel a été du coup ton premier rapport à ça. Ça n'a pas été difficile pour le coup. Si tu m'avais posé comme ça la question en live, j'aurais pu répondre spontanément, très spontanément. C'est ce que je vais essayer de faire. Vas-y. Mais j'ai l'impression que tu gagnes du temps là quand même. C'est la technique du politique. Mais du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'ai 26 ans, je suis né en 97. Et le premier film que j'ai dû voir au cinéma, c'était en 2004. En tout cas, c'est le premier dont je me souviens. Et c'est Spider-Man 2. Ok, je savais même pas, tu vois. Ouais, je pense que le premier film que j'ai vu au cinéma, faudrait que je demande à ma famille pour confirmer, à mes proches, mais ça doit être Spider-Man 2, je dois avoir 7 ans. Et je peux te dire que autant moi j'ai du mal avec les souvenirs d'enfance, je suis vraiment quelqu'un qui a du mal à remettre en place ses souvenirs et à imaginer un petit peu qui j'étais et comment ça se passait quand j'étais gamin. Mais alors cette séance, je m'en souviens très bien, tu vois. Ouais, je comprends. Mais surtout, du coup, c'était... Excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais je voulais dire surtout que 7 ans, c'est quand même un âge où tu commences, on va dire, à un peu mieux comprendre, le monde, entre guillemets, tu vois. Tu t'existes un peu plus déjà, tu vois, je trouve, à 7 ans. Et moi, perso, j'ai des souvenirs à peu près à mes 7 ans, tu vois. Avant, c'est compliqué, mais c'est vraiment à partir de 5-7 ans que je commence à avoir un peu des souvenirs assez lointains, tu vois. Oui. Donc je pense que c'est une période assez charnière, quoi, dans le développement d'un enfant. Et je pense que tout ce que tu consommes en termes de culture à cet âge-là, ça te marque, quoi. Et donc si c'est ce film-là que t'as vu au cinéma en premier, c'est quoi toi ton premier film au cinéma? Mon tout premier film au cinéma, c'était Frères des ours. Disney, oui. Je sais plus en quelle année, du coup, je crois que c'était peut-être 2005, un truc comme ça. Oui. Mais du coup, j'étais dans ces eaux-là aussi, j'étais un peu plus petit, peut-être, je suis de 99, donc j'avais 5-6 ans, quoi, un truc comme ça.
Et puis comme c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, en soi, je me souviens bien de la séance, et autant je sais aussi que la même année j'ai dû voir Indestructible, les premiers Indestructibles, mais je peux te dire qu'après ça, j'ai un trou. Je me demande même si je suis allé au cinéma après ça, tu vois, parce que les prochains films qui me viennent en tête et que j'ai été voir par la suite, c'est vraiment, je devais être au collège. Donc là, je vais avoir 10-11 ans. Et donc, il y a eu une espèce de trou de 3-4 ans où j'arrive pas à resituer les films que j'ai vus après ces deux expériences-là, qui sont de très bonnes expériences pour le coup. Ouais, je comprends. Et quand j'y pense, je pense qu'il y a peut-être une partie de mon amour pour l'expérience cinématographique que je dois à Spider-Man 2. C'est-à-dire se déplacer, payer pour une projection publique. C'est ça l'expérience cinématographique. Tout à fait. Et ça, je pense que je le dois un petit peu à Spider-Man 2 parce que moi, j'allais au Pâté Liévin quand j'étais gamin. Et à chaque fois que j'allais au Pâté Liévin, c'était comme un parc d'attractions pour moi. C'était le souffle du week-end. C'est quelque chose qui a été important pour moi. Et ça a persisté parce que d'ailleurs, tu vois, on s'est retrouvé en études cinématographiques. Ouais, complètement. Il y a eu une passion qui est née, peut-être grâce à Spider-Man 2. Tout à fait, mais c'est vrai qu'en plus quand t'es enfant, il y a vraiment un truc très parc d'attractions quoi, dans le fait d'aller au cinéma. Moi je me souviens que justement la première fois que je suis allé au cinéma, quand mon père m'a dit qu'on y allait, il m'a décrit le truc comme c'est la télé mais en géant quoi, tu vois. Ouais. Et vraiment j'étais en mode mais quoi? Comment c'est possible? Tu vois ce que je veux dire? Et surtout le son, c'est des choses que même encore aujourd'hui, tu vois, il y a des comment fonctionne une caméra, comment est retranscrit l'image. C'est des choses que tu as du mal à imaginer quand t'es enfant et même quand t'es adulte. Ouais, complètement. Moi, je pense que moi perso, je me posais pas du tout la question du processus de fabrication d'un film quand j'étais enfant, quoi. Tu vois. Ah, clairement. Et je pense que c'est même pas un truc auquel je me suis intéressé avant mon adolescence, quoi, presque, tu vois. Mais on n'a pas forcément parlé de l'expérience que j'ai vécue avec Spider-Man 2, mais je pense que j'étais trop jeune pour percevoir un peu ce que ça représentait à l'époque, tu vois. Ouais, après, c'est normal, franchement, à 7 ans, tu peux pas avoir tout le contexte, etc. Mais toi, Vas-y. par exemple, Spider-Man 2, ça représente quoi pour toi? Admettons, tu vas voir Spider-Man 2, qu'est-ce que ça représente? Ça tombe bien, parce qu'en plus, je l'ai revu là récemment au cinéma, du coup, pour la première fois, quand ils sont ressortis cet été, enfin l'été dernier. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? Moi, c'est clairement mon film Spider-Man préféré. J'allais dire de loin, non, pas tant, mais quand même, il est tout en haut de la liste, quoi. Mais plus par rapport au contexte de l'industrie cinéma, tu vois. C'est-à-dire avoir Spider-Man 2 en salle, qu'est-ce que ça a représenté pour toi à l'époque, tu vois. Est-ce que tu pouvais voir que c'était, je sais pas, genre un film, une adaptation de super-héros, une des premières adaptations en tout cas qui a crédibilisé les adaptations qu'on a eues par la suite, ou fait naître un intérêt pour le public, ou tu vois ce que je veux dire? Ah oui, clairement, oui. Je pense que moi, du coup, c'est assez dur pour moi de me remettre dans la peau de quelqu'un qui va voir le film en 2004 et qui a conscience de l'industrie cinématographique hollywoodienne à l'époque, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je doute pas que ça a été hyper important. Déjà, en 2004, il y avait déjà peu de films Marvel quand tu regardes au final, tu vois, à cette époque-là. Niveau cinéma, c'était surtout DC qui avait cartonné bien plus tôt grâce aux films Superman et Batman, qui ont marqué le public autant en bien qu'en mal par la suite d'ailleurs. Mais Marvel, de mémoire, ça commence avec les films Blade, et encore, pour moi, c'est des films Marvel évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que peu de gens à l'époque considéraient ça vraiment comme une adaptation de comics. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pas un truc qui était hyper reconnu à l'époque. Clairement. Je pense que c'était une licence relativement confidentielle, Blade, à l'époque. Mais un peu comme ces trucs du genre The Walking Dead ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs, tu te dis pas, il y a eu un comics derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après ça, du coup, il y a eu X-Men qui a bien pavé la route quand même en termes d'adaptation Marvel, parce que je pense que beaucoup de films qui sont sortis après étaient dans ce sillage-là. Je pense que ça a prouvé qu'on pouvait faire des films de super-héros adaptés de comics Marvel avec un ton sérieux et premier degré, quoi, tu vois, sur tout ça. Et évidemment, après, 2 ans plus tard, t'as Spider-Man 1 qui confirme ça, je pense. J'ai l'impression que ça a quand même plutôt bien marché à l'époque. Que ça a été
un assez gros carton, et ça peut se comprendre parce que le film est aussi génial, même si oui, on peut dire qu'il a vieilli sur certains aspects, mais ça reste un film incroyable, je trouve. Et le 2 qui sort 2 ans plus tard, je le trouve encore plus grandiose sur tous les points. Pour moi, c'est le premier film avec tous les potards mis à fond, quoi, tu vois. Et oui, je doute pas qu'à l'époque ça a eu un énorme impact sur toute l'industrie. Mais ça, quoi. tu vois, c'est ce que je disais, genre moi j'avais pas ce contexte-là à l'époque, tu vois, je me rendais pas compte, tu vois. Bah ouais, évidemment, c'est ce qu'on disait, quand t'es enfant, tu te rends pas compte de ça, tu vas juste voir un film sur Spider-Man, quoi. Et ouais, et en soi, tu vois, c'est mon premier souvenir, et je pense que c'est ça du coup qui fait aussi relativiser, c'est quand tu regardes derrière, tu dis ouais, en fait j'ai assisté à ça. Et bien plus tard, j'ai compris ce que c'était vraiment, en tout cas, et ce que ça représentait, en tout cas, dans l'industrie. Et ouais, c'est plus ça où je me dis, ouais, c'est quand même un souvenir intéressant. Mais du coup, quand tu l'as vu enfant, est-ce que... parce qu'on sait que les enfants sont très fans, en général, du personnage de Spider-Man. Est-ce que toi, t'as eu ce truc, après avoir vu ce film, où tu t'es dit... j'adore Spider-Man, je vais m'acheter un sac à dos... Enfin, je vais demander à Noël un sac à dos Spider-Man, une montre Spider-Man, tout le merchandising du monde avec Spider-Man dessus, tu vois. Ouais... Peut-être, honnêtement, je m'en souviens pas. C'est possible. Ouais, je pense que j'ai eu des figurines Spider-Man. J'ai même mon frère qui a fait une bande dessinée Spider-Man, tu vois. Ah ouais, je sais pas non plus ça. Mais ouais, j'ai mon frère qui avait fait une bande dessinée Spider-Man, et c'est un personnage qui nous a impacté. Et tu verras, j'ai un autre souvenir aussi, que j'ai partagé aussi avec mon frère, et qui a été beaucoup plus impactant, je pense, dans notre regard à Spider-Man et comment on a vécu Spider-Man. Mais ouais, on a dû avoir quelques produits dérivés, des figurines, ça j'en suis sûr. J'ai souvenir d'un sac à dos, mais c'était peut-être pas à moi. Et, et par contre, je peux m'assurer que pendant cette séquence, la fameuse scène dans le métro, quand j'étais gamin, en tout cas, je sais que cette scène, elle m'a fait quelque chose. Ah ouais, déjà à l'époque. Ouais, je me souviens plus quoi exactement, mais j'étais vraiment là en mode bouleversé, tu vois. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je disais à ma copine, mais je suis pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses sentiments. Mais quand je regarde un film, j'ai mes sentiments, ou en tout cas mes émotions, qui prennent facilement le dessus. Bah, ça doit être le cas pour beaucoup de personnes, tu vois. Mais déjà, devant Spider-Man 2, j'avais ce truc-là, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est marrant que tu parles de la scène du train, parce que c'est vrai je pense celle-là, elle peut marquer à tout âge, pour le coup, parce qu'elle est vraiment très visuelle, quoi. Ouais. T'as vraiment ce truc où, peu importe l'âge que t'as, je pense, tu sens que le personnage se dépasse plus que jamais. Je sais que moi, le plan sur le costume au niveau de son biceps qui se déchire, c'est con, tu vois, mais ça donne un côté très, très organique, tu vois, au truc, et très... t'as mal pour lui, quoi, vraiment, tu vois. Et ça, je trouve ça fort, quoi, de faire ressentir autant de choses juste grâce au montage, grâce à l'image. Enfin, c'est un peu la magie du cinéma, quoi, au final. Bah ouais, et puis en plus, derrière, t'as littéralement, quand il est dans le métro, là, t'as un plan en first person où il est à terre et tout le monde le regarde. Ouais. Et t'as vraiment l'impression, à ce moment-là, t'es Spider-Man. Ouais, c'est clair. T'es Spider-Man. Je suis Spider-Man. C'est ce que je me dis tous les matins devant la glace. Je suis Spider-Man. Et après, je saute de la fenêtre. Ça va, je suis au rez-de-chaussée, moi. Mais... Et je suis pas Spider-Man. Et tu sais, avec la musique du jeu vidéo. Ah, me là. Ah bah non. Ah non. Ah merde. La tuile. Mais du coup, toi, parce qu'on parle de souvenirs, je pense que... Ouais, justement, je voulais te demander ton autre souvenir dont tu parlais juste avant. Bah, mon autre souvenir, c'est... comment dire ? C'est les 2 premiers jeux vidéo, Spider-Man, sur PlayStation. Est-ce que c'est les jeux vidéo qui étaient juste Spider-Man, ou c'était les adaptations des films ? Le premier, je pourrais pas te dire, j'y ai pas assez joué. Ouais. Genre, j'y ai joué chez mon cousin, tu vois, je sais que les fois où j'ai eu l'occasion d'y jouer, c'était super cool, tu vois. Ouais. Mais alors, la grosse claque, ça a été effectivement le jeu vidéo qui a dû être l'adaptation du film. Parce que t'as la même couverture, il me semble, sur la jaquette du jeu vidéo que celle du film, pratiquement. Mm-hmm. Et alors, je peux te dire que celui-là, mon frère et moi, on l'a détruit, on l'a saigné. Ouais, je vais bien te croire. Et ça a été le premier jeu vidéo, notre première expérience de jeu à monde ouvert. Ok, ouais, je comprends que ça t'ait marqué, du coup. Ouais. Alors, je sais pas s'il y en avait beaucoup à l'époque, ouais. mais en tout cas, il y en avait, c'est sûr, mais ils étaient peut-être pas communs. Et tu vois, aujourd'hui, ça me ferait trop rire, parce que c'est un jeu, tu jouerais, le monde pourrait paraître
genre super vide. C'est un monde ouvert mais ultra vide. Ouais, oui, forcément. C'est les débuts du monde ouvert, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, avec la possibilité de la PlayStation 2, tu vois. Oui, bien sûr. Mais pour nous, à l'époque, c'était complètement inédit. Et genre, cet effet de voltige que t'as là dans les derniers jeux, par exemple, tu l'avais déjà à l'époque, tu vois. T'avais une satisfaction à te balader dans New York, quoi. C'est ce que j'allais dire, t'es pas le seul, je pense, qui a été marqué par ce jeu-là, parce que il me semble que c'est le premier qui a fait justement un système de balancement relativement réaliste, dans le sens où tu t'accrochais pas au vide, etc. Et je le sais, parce que moi, j'y ai pas joué personnellement, mais je sais que c'est beaucoup ressorti, justement, quand le premier jeu sur PS4 est sorti, t'avais beaucoup de gens qui reparlaient justement de Spider-Man 2, en disant que c'était lui c'était en tout cas l'un des jeux Spider-Man les plus marquants qu'il y a eu de toute l'histoire, et que c'est celui-là qui a posé des bases pour énormément de jeux qui sont sortis après, quoi. On peut parler de digne héritier, sachant que tous les héritiers qu'il y a eu avant, c'est des bouses atomiques, tu vois. Alors, mes excuses à ceux qui ont vécu une expérience de zinzin sur les jeux qui ont suivi après Spider-Man 2. Tu vas mettre tellement de gens à dos avec tes conneries. Non, mais franchement, quel enfer. C'est ouf de me dire que aujourd'hui, je préfère choper une PS2 et jouer à Spider-Man 2 plutôt que tous les jeux qui ont suivi avant le revival avec Spider-Man. Ouais. Mais putain, tous les jeux qui ont suivi, waouh, quelle déception. J'en ai joué à quelques-uns et j'étais vraiment là en mode ça me fend le cœur de voir qu'on peut pas faire un bon jeu avec ce qui a été fait précédemment, notamment quand tu les mettais en parallèle avec les jeux Rocksteady avec Batman. Ouais, oui, bah là, ça tenait pas la comparaison, moi, je pense. C'est ça, tu vois. Et ça, pendant longtemps, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. En vrai, pour le coup, s'il y a peut-être un jeu un peu à l'ancienne, entre guillemets, de Spider-Man qui m'attirerait, pardon, c'est le jeu Ultimate Spider-Man qui était sorti, je sais plus trop quand, je sais plus s'il est sorti avant ou après Spider-Man 2. Ouais. Et tu sais, c'était un jeu en cel shading, tu sais. T'avais pas d'aspect réaliste ni rien, c'était vraiment un truc full esthétique comics, quoi. Et en vrai, pour le coup, j'y avais un peu joué sur émulateur il y a quelques années. J'avais trouvé ça assez sympa, mais je l'ai jamais fini. Mais t'en as eu un 2 dessus là, non ? Je sais pas du tout si on a eu un 2. Je sais qu'il est sorti sur plusieurs consoles, parce que j'ai souvenir de l'avoir vu sur DS quand j'étais petit, tu vois. Ouais. Je sais pas s'il y a eu un 2. Mais en tout cas, déjà l'aspect cel shading et tout, ça... Quand j'y ai joué il y a 3 ans, je me suis dit putain, ça a pas si mal vieilli, tu vois. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de recherche d'aspect ultra réaliste dans les graphismes, dans les textures, etc. C'est moins dérangeant et t'as plus... Enfin, le jeu assume d'être un truc style comics, justement, en termes de visuel. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé que ça vieillissait plutôt bien. Après, comme je t'ai dit, j'y ai pas joué depuis quelques années, mais je pense que si je devais en refaire un, ce serait celui-là, ouais. Et t'avais pas joué au Spider-Man 2, toi, du coup ? Non, du coup, non. Mais il faudrait que je le fasse aussi un jour. Mais comme tu sais, j'ai pas eu de... Ma première console de salon, c'était la PS4, tu vois. Donc... Ah oui. Après, je pense qu'il va te paraître rincé, tu vois. Parce que là, il y a une part de nostalgie qui parle, tu vois, mais... Je pense que je suis capable de faire l'effort de me mettre un peu dans le mood, quoi, tu vois, de me dire que c'est sorti à l'époque et tout. Ça va, je me fais pas trop de soucis, mais... Mais il y avait une mécanique avec le Spider-Sense, tout ça, genre vraiment... Pour l'époque, c'était vraiment... ça, tu vois, ça ressemble... Tu vois, je parlais des Batman, il y avait ce délire-là, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce premier jeu à monde ouvert où tu incarnes un héros, un justicier, et vraiment, ce Spider-Man 2, je pense que, ouais, grosse claque, en vrai. Et en vrai, il y a peu de jeux auxquels j'ai joué, mais je sais que certains ont des grosses fanbases quand même, surtout pour les gens qui ont grandi avec ceux-là, tu vois, on en revient souvent à ça. Ouais. Je sais que les jeux type Edge of Time... Shattered Dimension, etc. Il y a des choses là-dedans qui ont marqué beaucoup de gens, pardon. Et surtout, il y a beaucoup de ces jeux qui ont permis de mettre la lumière un peu sur des Spider-Man alternatifs, tu sais. Bien avant les Spider-Verse, etc. T'avais déjà des jeux avec Spider-Man noir, avec Miguel O'Hara, etc. Et rien que pour ça, je trouve ça cool, tu vois, que c'est plus ouvrir autant de portes. Surtout que c'était des jeux, du coup, là, pour le coup, qui n'étaient pas adaptés de films, tu vois. Donc le risque était quand même assez gros, surtout on compte dit, il n'y a pas qu'un seul Spider-Man, il y en a 4, des histoires un peu parallèles comme ça, etc. Et ça, pour le coup, je sais pas ce que valent les jeux en tant que jeux vidéo, mais rien que le fait qu'ils aient popularisé, certains personnages auprès du grand public, je trouve ça cool. Ouais, bah après, certains... Tu vois, j'ai pas souvenir d'adaptation de jeux par rapport au film qui soit vraiment bon, tu vois, à part le Spider-Man 2, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça m'étonne pas, tu vois. Mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a chaque film qui ont sorti un... Enfin, je crois qu'avec chaque film est sorti un jeu jusqu'à
à part le MCU, quoi, tu vois. Ouais. Parce que du coup, il y avait eu un jeu Spider-Man 3 aussi, il me semble. Et après, il y a eu 2 jeux Amazing, pardon, qui ont aussi une grosse fanbase. Et pour le coup, ceux-là, j'y ai pas joué du tout et ils m'attirent pas vraiment, j'ai envie de dire. Du coup, je ne pourrais pas m'exprimer sur cela non plus. Non, mais en vrai, oui, je pense que tu as raison. Moi, j'ai pas pris connaissance des variants de Spider-Man avant très longtemps, tu vois. Et je n'imaginais pas du tout. Et avant le Marvel Cinematic Universe, je pense que j'avais pas pris conscience de ça, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, c'est sûr que c'est un truc qui est pas du tout... qui va pas de soi quand tu connais pas un peu l'univers, un minimum, quoi, tu vois. Ouais. Ah, puis j'ai pas consommé de comics Spider-Man, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça joue aussi. Donc, ouais, ça, et puis à la limite, le seul. Il y a eu le dessin animé Spider-Man aussi. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, ouais. Mais lequel, du coup, celui des années 90 ? Ouais, je pense. Tu sais, c'est celui avec les coupes trop bizarres, là. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Les coupes de cheveux trop bizarres, là. Vraiment, genre, ils sont plaqués. Harry Osborn, il a vraiment on dirait un quarantenaire. Il est vraiment... Mais même Peter Parker, il fait très adulte dans celui-là, je trouve. Oui, ouais, il est très, très buff, très carré et tout. Hein. Justement, d'ailleurs, ça m'a fait rire ce truc-là. Ça m'a fait rire. J'ai constaté ça récemment, c'est que dans cette série, tu dis qu'il fait très adulte, c'est justement parce qu'il est adulte dans cette série, parce qu'il est étudiant à la fac à ce moment-là, il est pas lycéen. Ouais. Et je trouve ça fou parce que c'est une des seules adaptations à ma connaissance qui commence pas avec un Peter lycéen, quoi, tu vois. Ouais. On a souvent des Peter qui commencent au lycée dans les films, dans les autres séries animées, mais dans celle-là, non, ils ont dit il commence à la fac, il finit à la fac. C'est le cas pour les 2 dessins animés, du coup. Il y en a eu plus que 2, hein. Après je les ai pas tous vus. Non, mais pour les 2 vieux. Les 2 vieux, tu parles le deuxième, tu penses auquel ? Bah tu sais, il y a celui des années 90 et il y en a encore un plus vieux. Celui des années 60, là où il y a eu plein de mèmes, etc. Ouais. Ah, celui-là, je l'ai pas. J'ai vu des extraits, mais je serais capable de me rappeler des histoires qui sont racontées là-dedans, je t'avoue. Ouais. Les seules fois où j'ai vu des extraits, c'était pour chercher des répliques à mettre dans le générique de l'émission. Ah, mais c'est vrai que lui, c'est une usine à mèmes, en vrai. Ouais, clairement. Mais du coup, je sais pas si dans celui-là, Peter était lycéen, mais en tout cas, tous les dessins animés qui sont sortis après, c'était le cas. Ce sera aussi le cas pour le prochain qui arrive. Et ouais, j'ai constaté ça, c'était assez marrant. Et du coup, à part Spider-Man 2 sur PS2, du coup, c'est quoi les autres œuvres associées à Spider-Man qui t'ont le plus marqué ? Celles qui m'ont le plus marqué, je pense qu'aujourd'hui, et j'ai pas trop de doute là-dessus, je vais m'avancer sur les Spider-Verse. Ouais. Les adaptations animées de chez Sony, là. Ouais. Mais peut-être pour une raison plus particulière, c'est que dans mon parcours pro, j'ai produit du contenu graphique et audiovisuel, et d'un point de vue artistique, genre j'ai puisé énormément de trucs dans les films Spider-Verse, tu vois. Ouais, je comprends. Et je peux prendre un exemple concret, les aberrations chromatiques. Ouais. Mais ça a matrixé tout le monde, hein, je pense. Ah ouais. Ah mais vraiment, c'est vraiment des trucs que je mettais dans tous mes visuels et dans toutes les vidéos que j'ai pu produire. Je foutais des aberrations chromatiques partout. Et parce que je trouvais ça cool, tu vois. Genre, je sais que dans le film, tu vois, il y a limite un sens à utiliser les aberrations chromatiques, tu vois. Ils le font pour le Spider-Sense, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'aussi ils le font des fois pour créer une sorte de flou artificiel, tu sais, en arrière-plan, des trucs comme ça. Puis le facteur dimensionnel aussi, il me semble. Tu vois, quand il y a effectivement ces espèces de... Quand il glitch. Exactement, tu vois, genre les glitches. Et franchement, ça, artistiquement, c'est ce que j'ai été chercher chez Spider-Man dernièrement, tu vois. C'est ce que ces films ont proposé, c'est genre tellement riche, et moi ça m'a tellement impacté que... Ou même tu sais, les halftone, là, les espèces de trames sur l'image, tu vois, les pointillés qu'il y a sur l'image. Ah oui, je crois qu'ils appellent ça des Band-Aid dots aux États-Unis. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Bah moi j'appelle ça des halftone, dans le sens où c'est de la trame, tu vois. Genre, oui. C'est de la demi-teinte. Tu fais des points d'impression, quoi. Ouais. C'est ça, bah exactement, c'est une technique d'impression. C'est pour mieux faire ressortir les contrastes, tu vois. Et tu vois, c'est utilisé dans le manga, dans la bande dessinée, et visuellement, bah tu vois, je regardais sur tes dernières vidéos TikTok et Instagram. Ouais. Je vois où tu veux revenir.
t'as tes, comment on appelle ça, les overlays, où effectivement t'as des halftones, ou en tout cas des trames avec tes effets textuels, quoi. Et crois-moi, je me suis bien fait chier à faire ça. Ouais, ça m'étonne pas. Mais tu vois, cette esthétique-là, en tout cas, cette esthétique bande dessinée, sachant qu'aujourd'hui, je suis dans la bande dessinée, moi, ça m'a juste pété le crâne et j'en ai foutu partout. Et c'est un truc qui est un peu novateur au cinéma, de l'incorporer dans son image, tu vois. Tu vois, avant, tous les films d'animation se ressemblaient. Et esthétiquement, je trouve que là, avec le Spider-Verse, là, t'as de plus en plus de films qui ont une identité graphique forte. Genre, je pense, tu vois, il y a eu les Tortues Ninja aussi, là, qui étaient dans cette vibes. Et on en parlait d'un autre aussi, tu vois, mais qui donne un peu une couleur, une signature au film. Et que je trouve sympa, tu vois. Ouais, clairement. On s'est un peu éloigné de cette uniformisation dans laquelle se foutaient un peu tous les films d'animation. Tu sais, un peu très type Pixar, quoi, un peu, tu vois, où t'as l'impression que tous les films d'animation étaient un peu en 3D pas réaliste, c'est pas le mot, mais en 3D le plus propre possible, tu vois. Et c'est vrai que tu perdais un peu, t'arrivais même plus trop à distinguer les films en fonction de leur studio, etc. Tu vois, tout se mélanger un peu, je trouvais. Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi que depuis la sortie de Spider-Verse, ça a vraiment placé la barre hyper haut et que ça a influencé, ça a fait prendre beaucoup plus de risques, je pense, à certains films. Clairement. Et puis moi, je t'ai vraiment donné mon regard d'artiste, tu vois. Le film est très bon. Comment dire, le consommateur de cinéma que je suis, l'a apprécié, tu vois. Mais à la question, les œuvres qui te parlent le plus, franchement, artistiquement, ce que ça m'a apporté graphiquement, ça a été... Et encore aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui me nourrit, tu vois. Et bon, quand j'essaye de prendre le stylo ou quelque chose comme ça, tu vois, ou même, tu vois, Timothée, l'auteur avec qui je travaille, tu vois, j'aime bien cette espèce de trait qu'il a qui se rapproche un peu même dans sa colo de ce que peut faire Spider-Verse, tu vois. J'entends. Et bonus, sur les œuvres qui te parlent le plus, on peut aussi parler de la bande originale alors, surtout de Spider-Verse 2 pour moi, composée par Pemberton, je crois que c'est. Yes, Daniel Pemberton, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors là, pareil, coup de cœur phénoménal en vrai, pour cette bande originale que j'ai écoutée en boucle et qui est très stimulante. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Et je suis content qu'on en parle parce que souvent on parle beaucoup de la soundtrack de Metro Boomin et je comprends parce que je l'aime bien aussi, tu vois. Ouais. Mais on oublie trop souvent, je trouve, de parler vraiment de la bande originale du film par Daniel Pemberton, donc. Et c'est vrai que je la trouve incroyable aussi en termes de mélange un peu d'éléments musicaux, de sound design, etc. Je trouve que c'est super intéressant ce qu'il a fait. Il a réussi à donner des identités sonores à énormément de personnages. Je pense que le gimmick de Miguel O'Hara, vraiment, il te reste en tête dès que tu l'entends la première fois. Et vraiment, je trouve ça très très fort ce qu'il a fait. Clairement. Même Gwen, tu vois, d'habitude, dans un film, t'as toujours un thème pour un personnage qui est marquant. Mais alors là, tous les personnages ont un thème, une identité qui est méga forte. Et quand tu la réécoutes, t'es là en mode... limite, quand tu la réécoutes, tu retraces le film de manière très fidèle. Tu vois, c'est pas toujours le cas, tu vois, genre quand j'écoute la BO de Dune 2, qui utilise le même motif, le même schéma à chaque fois, tu vois, j'ai du mal à retracer le film quand je l'ai vu qu'une fois surtout, tu vois. Après, quand je sors du cinéma. Là, Spider-Man 2, je suis sorti du cinéma en réécoutant la BO de Pemberton. Les sons ont tellement une couleur spécifique, une identité spécifique que tu arrives à retracer scène par scène ce que les musiques te font, ce que les musiques te transmettent, tu vois. Et ça, c'est fort. Ouais. Je suis hyper d'accord parce que c'est vrai qu'il a réussi à donner des thèmes à certains personnages, mais il a aussi vachement réussi à donner de l'impact aux scènes avec sa musique, je trouve. Je pense notamment à la scène de fin où tu comprends peu à peu que Miles est dans la mauvaise dimension, tu sais. Même si tu le vois un peu venir, tu vois, t'as quand même cette musique qui crée t'as une musique hyper discrète, je saurais même pas la décrire vraiment, tu vois, mais qui te met qui te fait comprendre que qu'il y a un certain inconfort, qu'il y a quelque chose qui est pas normal, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment cool en le revoyant. En vrai, ce film, franchement, chaque fois que je le revois, je lui trouve des qualités en plus, tu vois. Et c'est vrai que la musique, j'en entends trop peu parler. C'est des films où on parle énormément de l'animation à juste titre, parce que en termes d'animation, c'est
c'est assez exceptionnel, je pense. Mais c'est vrai que la musique l'est tout autant, à mon sens, et elle joue tout aussi bien avec les codes, et je trouve que le compositeur fait vraiment un super taf, et j'espère en tout cas que ce sera encore lui qui sera là sur le 3e film. Ah ouais, si on le voit un jour, mais... Si on le voit un jour, bien sûr. Je sais pas si tu te souviens, à la fin du film, parce qu'on avait été le voir ensemble en plus. Tout à fait, on était le voir ensemble, ouais. Et le premier aussi, il me semble. Le premier aussi, ouais. T'as fait peut-être 2 représentations, toi, mais... J'en ai fait 3 pour le premier. Ouais. Ah ouais. Mais je crois que la première, c'était avec toi. Ouais. Mais, tu vois, ça match... pour le coup, là où c'est fort aussi, c'est que ça matche bien avec ce qu'a fait Metro Boomin, tu vois. Ouais, oui, clairement, ouais. Ça se marie super bien. Je suis d'accord. Et ouais, c'est très cool. Et c'est vrai qu'on avait été le voir ensemble. Et moi, personnellement, j'ai été le voir 2 fois. Et les 2 fois ont été... je parle du dernier, hein, vraiment, le Across the Spider-Verse. Mes 2 visionnages ont vraiment été assez différents, personnellement. On en avait déjà parlé vite fait, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais. C'est que moi, vraiment, j'avais énormément d'attentes, tu vois. Parce que le premier, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été le voir 3 fois au cinéma. C'était une claque monumentale. Je l'ai revu après en Blu-ray des dizaines de fois, je pense. Ça m'a marqué pour énormément de raisons. Et du coup, j'avais énormément d'attentes pour le deuxième. Vraiment, je voulais que ce soit incroyable. Et du coup, quand je suis allé le voir la première fois, j'ai apprécié le film, mais enfin, je veux dire, j'ai aimé, mais j'ai pas apprécié autant que je voulais, dans le sens où j'ai un peu subi le film, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'avais tellement d'attentes qu'à chaque scène, je me disais, putain, il va se passer quoi après, il va se passer quoi après, il va se passer quoi après, tu vois. J'ai pas savouré le film comme j'aurais dû, je pense. Ce qui fait que, même si j'ai beaucoup apprécié, on en avait parlé après d'ailleurs, quand on avait été boire un verre, mais je l'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois que j'y allais, parce que du coup, vu que j'avais déjà vu le film, j'ai beaucoup plus pris le temps de me poser devant, Oui. et d'apprécier les scènes, surtout que t'as des scènes qui sont... Surtout au début du film, t'as des scènes qui prennent leur temps, qui sont parfois très longues, mais c'est pas péjoratif de la façon dont je le dis. Je pense à beaucoup de scènes de dialogue entre Miles et sa mère, notamment, tu vois, ce genre de trucs. Des trucs très intimistes qui font beaucoup pour l'histoire et pour le personnage. Et ouais, j'ai beaucoup plus profité du film pour la deuxième... pendant mon deuxième visionnage. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que comme quoi le mindset que t'as avant d'aller voir un film, il joue vachement sur la perception que t'auras du film. Ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas que le mindset, tu vois. Je pense que t'as partiellement répondu à la question aussi en disant que la narration du film, notamment les cibles, tu parlais de la scène avec sa mère, tu vois. Il y a des scènes qui sont beaucoup plus portées et orientées pour un public parental. Et tout de suite, tu vois, moi je me souviens, le début du film, il est un peu long. T'as ce fameux méchant qui, a priori, a l'air de puer la merde en plus, tu vois. Comment il s'appelle ? The Void ? Non, pas The Void. C'est The Spot. The Spot. Et tu vois, bon, lui, tu vois, tu sais pas trop quoi en penser. Tu vois beaucoup Miles avec ses parents qui s'inquiètent. Et tu vois, il y avait des parents avec nous dans la salle, et j'ai senti que c'était des moments qui leur parlaient, tu vois. Mais effectivement, moi, c'est des scènes où je suis un peu moins en extase devant, même si, tu vois, si je les trouve tout autant intéressantes, tu vois. Mais je comprends, tu vois, genre, moi aussi, genre, moi, j'avais pas surkiffé le 1. Bah si, je l'ai kiffé, mais j'ai préféré mon visionnage du 2 à première vue, tu vois. Mais j'ai largement compris pourquoi, en tout cas, il y a des gens qui ont eu du mal à digérer leur première séance, tu vois, notamment au vu de ce qui avait été fait dans le 1, où effectivement, il est plus court. Tu t'en prends plein la gueule pendant, je sais pas, il fait 1h40. Ouais, 1h50, je crois, un truc comme ça. Et tu t'en prends littéralement plein la gueule pendant 1h50. Celui-là, il est un peu plus long. Il est plus dense aussi. Hein. Il est plus dense, plus mature. Et puis, t'as beaucoup plus de personnages. Oui, c'est ça. Et puis, mine de rien, t'as forcément un petit peu ce côté... tu pars un peu sur ta faim quand même, à la fin du film, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Après, moi, je l'acceptais quand on me disait que le film allait sortir dans 10 mois, quoi. Ouais. Le 3e, je veux dire. Ouais, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, genre, il y avait littéralement, à la fin du film, à la fin de la séance, il y avait littéralement un message, rendez-vous en avril, je crois. Avril de l'année prochaine. Il me semble qu'il n'y avait pas dans le film en lui-même, il me semble pas. Il y avait un truc genre à suivre, tu vois, mais j'ai pas souvenir d'un panneau avec écrit vraiment la date, parce que je pense même eux ils savaient déjà, tu vois. Que... franchement, il faudrait qu'on vérifie, mais ou alors on en a reparlé après. Ouais, c'est ça, justement, parce qu'on s'est posé la question après le film,
Et moi, je savais du coup que ça sortait normalement en avril, et c'est là que je te l'avais dit, je crois. Il n'y a pas eu un 2000... Attends, il est sorti en 2022 ? Il est sorti en 2023. 2023 ? Peut-être, tu crois qu'il y avait un panneau 2024 ou un truc comme ça ? Ouais, tu vois, je me demande, tu vois, genre... Franchement, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble pas, mais c'est possible, en vrai. Peut-être que ma mémoire me joue des tours. Mais dans tous les cas, ouais, tu t'attends à voir la suite relativement rapidement, quoi, parce que c'est vrai que ça s'arrête sur un gros cliffhanger. Et du coup, je comprends quand même Enfin, moi, en vrai, c'est aussi une des raisons qui m'empêche peut-être de le mettre plus haut dans mon estime que le premier, tu vois. Ouais. J'ai ce sentiment un peu que je pourrais le juger vraiment que quand le troisième film sera sorti, ce qui est un peu bête, parce que le film en lui-même, tu dois pouvoir le juger en tant que film, pardon, tu vois. Ouais. Et en tant que film, il n'est pas mauvais en soi, il fait très bien ce qu'il fait, etc. Mais c'est vrai qu'en termes d'histoire pure, moi je suis sorti un peu sur ma faim, et selon ce qui se passe dans le troisième film, peut-être que ça impactera un peu l'estime que j'ai pour le deuxième. Ben, peut-être aussi, t'avais ça pour, par exemple, les Avengers, Infinity War et Endgame, là. Tu sais, au final, c'est des films qui fonctionnent ensemble. Mais tu vois, tout à fait. moi, aujourd'hui, je détache très facilement Infinity War de Endgame, et tu vois, je le trouve même meilleur que Endgame, tu vois, et je le considère comme un film propre et à part entière, tu vois. Ouais, oui, je comprends. Après, je pense que Infinity War, t'avais aussi ce truc où ça se passait dans le MCU qui était très quadrillé, très planifié, etc. Et qu'on savait que dans un an, ça allait sortir, tu vois. Ouais. Il y avait aucun doute, quoi, a priori. Genre, la machine était tellement huilée et calibrée à l'époque que tu savais que ça allait sortir, alors que là, on est quand même sur pour moi, la franchise de Spider-Verse, c'était pas aussi établie que l'était la franchise Avengers à l'époque, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, puis quand tu vois le retard qu'ils prennent, tu te dis qu'au final, il manque de certitude, tu vois. Alors, on sait pas trop ce qui se passe, mais... Ouais, c'est ça, parce que le problème, c'est que sur les réseaux, t'as tellement de rumeurs qui disent tout et n'importe quoi. J'ai vu là récemment une rumeur qui disait que le film avait été... qu'ils avaient supprimé une bonne partie du film parce qu'ils n'étaient pas satisfaits et tout, ce qui a été démenti par un des producteurs juste après, il me semble. Enfin, tu sais jamais trop quoi... tu sais jamais sur quel pied danser, quoi, quand tu regardes les news du film. Donc au final, autant attendre une annonce officielle, quoi. Mais c'est vrai que ça commence à être un peu long, quoi. C'est un peu long et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. T'imagines C'est ça, clairement, ouais. T'as deux masterpieces et tu peux pondre une bouse. Ça va littéralement chier sur toute la série, quoi. C'est pour ça qu'au fond, je me dis quand même aux gens qui prennent leur temps, tu vois, si c'est pour faire un truc vraiment bien, dans des conditions de travail correctes, etc. Franchement, c'est tout ce que je souhaite, tu vois. Et après, voilà, il y a la voix de l'enfant en moi qui me dit putain, j'ai trop hâte de voir pourquoi c'est pas encore sorti, tu vois. Bah, là, je suis bien d'accord avec toi. Oui. Mais ouais, et en tout cas, du coup, j'imagine que tu attends quand même fortement le troisième film. Bah, ouais, j'espère qu'on ira le voir ensemble. Bah ouais, j'espère aussi, faut faire le triplé, quoi. Pour respecter la tradition. Je suis un mec traditionnaliste, moi. Rien à voir avec mes idées politiques. Hein. Putain de merde, tu vas faire couler le podcast à une vitesse. Ce sera peut-être le premier et dernier épisode. Et du coup, à part ce troisième film, c'est quoi les projets que t'aimerais voir concernant la licence Spider-Man à l'avenir ? Et quand je dis ça, ça peut être très large, ça peut être... j'allais dire l'adaptation d'un comics en particulier. Je sais que toi, tu lis pas spécialement de comics, donc c'est pas un truc qui va te parler. Mais ça peut être, je sais pas, un type de bande dessinée particulier, un film particulier, un jeu vidéo, etc. Vraiment, c'est quoi le projet dont, pas forcément que toi tu voudrais faire, mais que tu rêverais de consommer en tant que spectateur ? Bah écoute, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais déjà évoqué ce genre de truc avec toi. Alors, très vaguement, hein, mais ça concernait une adaptation cinématographique. Ok. Et je t'avais dit à l'époque, alors j'avais pas une idée précise, et aujourd'hui j'ai toujours pas une idée précise de ce que j'aimerais voir. Ouais. Mais ce que j'imagine, j'ai une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, tu vois, mais fortement inspirée par un film que j'ai vu l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est le The Batman de Matt Reeves. Ouais. Et en fait, genre pendant longtemps, je me suis projeté sur je me suis pas du tout projeté sur les derniers films Spider-Man qu'il y a eu là, avec Tom Holland. Genre, c'est pas forcément catastrophique, mais en tout cas, je trouve que ils sont pas forcément intéressants. Ouais, je peux comprendre. Et tu vois, quand je vois ce qu'a fait Matt Reeves avec le Batman,
qui a déjà été vu plusieurs fois au cinéma et beaucoup de fois même. Je serais très curieux de voir un film Spider-Man avec un réalisateur qui a une empreinte filmique forte, tu vois, une identité forte, des idées fortes, et avec peut-être une carte blanche. Parce que bon, là, je sais que les histoires de droits, c'est très compliqué. Est-ce que c'est Sony qui a les droits ? Est-ce que c'est Marvel qui a les droits ? Est-ce que c'est les deux ? Il faut intégrer ça à un univers. Quand je vois ce qui a été fait avec The Batman, j'aimerais bien voir un Spider-Man, pas forcément un truc ambitieux, mais un truc un peu Spider-Man local, tu vois. Tu vois, dans son petit quartier, qui se confronte à une réalité qui est peut-être plus crue. Tu vois, un film qui se rapproche plus d'un drame. Genre, j'aimerais le voir dans son quotidien de manière un peu plus intime, tu vois, avec des scènes plus anodines, tu vois. Genre un Spider-Man qui se pète le dos, tu vois. Qui se pète le dos parce il est mal tombé, tu vois. Et tu vois, bon, c'est une idée toute bête, toute conne. Tu veux revoir Spider-Man 2, là? Bah, je veux pas revoir Spider-Man 2. Je rigole. Bah, en soi, t'as raison. C'est vrai qu'il y a un peu ça dans Spider-Man 2. Tu veux que ce soit Tobey Maguire qui le joue, c'est ça? Non. Au hasard, hein. Honnêtement, moi, je m'en foutais des personnages, des acteurs qui reviennent pour reprendre leur rôle, tu vois, mais... Ouais. Mais en tout cas, j'aimerais voir un Spider-Man, je te dis, plus intime, moins ambitieux. Je pense que c'est ça le mot, c'est moins ambitieux, tu vois. Genre, je veux pas un Spider-Man qui affronte un mec qui vient du fin fond de l'univers ou qui doit sauver l'univers, tu vois, ou des univers, l'espace-temps. Genre, le revoir contre un méchant beaucoup plus terre-à-terre, et un méchant qui est, tu vois, par exemple, un Wilson Fisk, tu vois, un méchant qui est beaucoup plus capitaliste, peut-être, tu vois. Un film qui parle plus aux initiés de la vie courante, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, et j'aurais pas dit mieux personnellement, donc... Ouais, tu vois, je trouverais que ça serait pas déconnant. Et j'incite un réalisateur qui a une vraie patte et une carte blanche, tu vois. Ouais, et qui s'approprie un maximum l'univers, quoi. Ah, c'est clair. Alors même dans le choix de son Spider-Man, tu vois, s'il prend un Spider-Man qui a 35 ans, 45 ans, bah lourd, tu vois. Genre, il y a une idée, tu vois, il y a un délire, il y a un angle qu'on n'a pas souvent vu et qui est plus intime, plus personnel, tu vois, genre, vas-y, 35 ans, un Spider-Man qui a 35 ans, qui est puceau, tu vois, et qui a jamais réussi à conclure avec Mary Jane, tu vois, et qui le vit très mal, tu vois. Ok, c'est très précis comme une idée. Non, mais tu vois le délire, tu vois, genre quelque chose de plus réel, plus tangible. Tu veux que Spider-Man soit un incel insupportable, quoi, c'est ça? Non, mais je pense que ouais, en tout cas, je sais pas si c'est faisable, mais ça pourrait être sympa. Et toi? Je sais pas si je peux te reverse la question. Si, tu peux, bien sûr. En vrai, moi, ça se rapproche beaucoup de ce que tu dis. Justement, c'est marrant que tu parles de The Batman, parce qu'une fois, j'ai dit un truc à ton frère qui est relativement incompréhensible, mais je suis sûr que tu vas voir ce que je veux dire. Je te l'ai peut-être déjà dit à toi aussi. Ouais. C'est que je rêve d'un film Spider-Man qui s'inspire de The Batman, comme les jeux vidéo Spider-Man d'Insomniac se sont inspirés des Batman de Rocksteady. Ok. Bah, ça paraît pas déconnant. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît dans le sens où les Spider-Man d'Insomniac, ils ont pris ce qui marchait dans les jeux Batman, clairement, et ils ont tourné ça dans une sauce Spider-Man, tu vois. Ouais. Et bah, je veux qu'un mec prenne ce qui a bien marché dans The Batman ou dans d'autres films de super-héros d'autres bons films de super-héros, tu vois, tout simplement. Moi, je prends souvent The Batman comme exemple parce que moi aussi, il m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est un de mes films de super-héros préférés maintenant. Ouais. Et que vraiment, ils prennent tout ce qui a marché et qu'ils le transforment à la sauce Spider-Man. Et je sais pas si on verra ça un jour, très honnêtement. Parce que, en termes de droits, etc., j'ai l'impression qu'il va falloir attendre que le perso tombe dans le domaine public. Ça paraît compliqué, beaucoup plus compliqué que Batman, effectivement. Ouais, clairement. Mais je rigole bien sûr en parlant de domaine public parce que ça marche pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, en termes de droits, et puis enfin, c'est surtout un problème, je pense, d'univers partagé quelque part, tu vois. C'est compliqué, on le sait, pour les auteurs de s'approprier leurs films dans les univers partagés. J'ai l'impression que les seuls films qui sont un peu sortis de ça, enfin, j'allais dire, sont ceux qui ont le moins bien marché, pas vraiment, parce que James Gunn, il a quand même mis sa patte dans les films Gardiens de la Galaxie, par exemple, et ça a bien marché en termes de critique et de box-office. Mais tu vois, je pense à The Eternal, par exemple, qui était vachement différent, et bah ça a pas marché, quoi. Peut-être aussi parce que les personnages étaient moins, pas intéressants, mais moins attirants, moins bankable. Ah ouais, puis ta licence, elle est quasiment inconnue au bataillon, tu vois.
Ouais, c'est ça. Alors qu'avec un film Spider-Man, c'est sûr que t'as déjà un nombre d'entrées minimum, quoi, tu vois. Je veux dire, même je crois que le film qui a le moins bien marché, Spider-Man au cinéma, c'était Amazing Spider-Man 2. Et il a quand même fait, il me semble, 700 millions au box-office, quoi, tu vois. Enfin, il a fait plus que son budget, quoi, c'est ça que je veux dire. Après, pour aller plus loin, moi, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais je pense qu'il faudrait proposer, mettre les mots sur la lecture qu'on a du personnage et qu'on pourrait avoir du film. Tu vois, genre, si je prends The Batman, moi, le caractère intéressant dans The Batman, en tout cas la lecture qui est intéressante, c'est de se dire on a un Batman qui est... Et tu vois, je t'en parle parce que ça a été une grande source d'inspiration pour 221B, la bande dessinée sur Sherlock Holmes et John Watson. Ouais. C'est que le personnage de Sherlock se rapproche très profondément de ce qu'est Robert Pattinson en Batman, un Batman un peu adolescent. Un peu rebelle, un peu grunge, tu vois. Rien que le fait d'utiliser du Nirvana dans la bande originale, tu vois. Voilà, ça dit de l'inspiration un petit peu. Et puis même, regarde la Batmobile. C'est un peu une espèce de muscle car, tu vois. Les voitures populaires que tu avais aux States dans les années 90, tu vois, il y a un caractère très grunge, tu vois, qui marche bien. Et la lecture que tu as du personnage de Batman, elle est beaucoup plus nuancée, intéressante et différente de ce qu'on a pu voir auparavant, tu vois. Et s'il faudrait la même chose pour Spider-Man, tu vois. Il faudrait une lecture, un angle différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent des Spider-Man. Et j'ai aucune idée de quelle lecture, tu vois. Je connais pas assez bien le personnage, je connais pas assez bien le monde. Alors, tu vois, quand il a fallu le faire pour Sherlock, j'ai bouffé toutes les adaptations de Sherlock, j'ai essayé de comprendre qui était Sherlock et aller chercher des traits que derrière tu vas exacerber. Donc là, par exemple, c'est ce besoin de stimulation chez Sherlock. Chez Spider-Man, il faudra aller chercher ce truc-là, tu vois. Et l'exacerber, tu vois. Il faudrait l'exacerber pour vraiment en tirer quelque chose et rester fidèle à l'œuvre, mais proposer quelque chose d'original et intéressant. Je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, moi, un truc que j'aimais bien dans The Batman, c'est le côté pathétique du personnage qui est vachement mis en avant, je trouve, tu vois. Il y a vraiment un côté où c'est pas un Bruce Wayne qui fait rêver, tu vois. Vraiment, au début, c'est un peu une petite merde au final, tu vois. Genre, il fait tu comprends qu'il fait pas ça depuis très longtemps, que tout le monde se fout un peu de sa gueule avant qu'il se mette à frapper, tu vois. Même s'il il inspire quand même la peur, c'est parce que je dis pas le contraire, tu vois, c'est tout son truc au début, c'est qu'il passe d'un mec qui inspire la peur à un mec qui inspire l'espoir. Mais ce que je veux dire, c'est que il a ce côté pathétique où vraiment il vit que pour Batman. Tu sens qu'il a pas fait son deuil, qu'il parle mal à son majordome, etc. Tu vois, il y a un truc où vraiment tu te dis mais c'est qui ce mec, quoi, tu vois. Mais j'ai l'archétype parfait pour le personnage que tu décris. C'est le Dark Sasuke, tu vois. C'est le Dark Sasuke, le mec qui dit rien à personne, le mec qui est dans sa bulle. Tu vois, genre le film il commence 31 octobre, tu vois. Le mec se fait des films de zinzin, tu vois, genre je suis l'ombre dans la nuit, je suis genre ils me redoutent, ils ont peur de moi, tu vois. Bon, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais tu vois, il se fait vraiment ce truc, tu vois, genre ça, vraiment. Il se voit comme sur le visage et tout, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça, il se voit comme quelque chose de mythique, tu vois, et genre vraiment le mec qui parle à personne, qui regarde tout le monde salement, tu vois, qui se comporte comme une merde, tu vois, et qui se fait des films de zinzin. C'est le Dark Sasuke. C'est un peu le même truc, tu sais, quand tu marches dans la rue avec tes écouteurs, avec une musique un peu avec Something in the Way dans les oreilles, tu vois, exactement. T'as un peu ce truc là, quoi. Mais on est tous un peu comme ça, tu vois, on déface Dark Sasuke, on a ce truc là, tu vois. Bien sûr, évidemment. Ça a dû bien marcher, je pense, chez les gens avec ce Batman là, tu vois. Mais je pense, dans ce que tu décris, moi c'est ce que j'entends, tu vois. Et en tout cas, j'apprécie vraiment ce côté un peu pathétique du personnage, je trouve que ça le rend très, très humain. Et je trouve que ce serait bien de voir ça aussi chez Spider-Man d'une façon un peu différente de d'habitude, quoi, parce que le côté pathétique de Peter Parker, il est souvent mis en avant mais de façon très superflue, en fait, je trouve. On va te montrer qu'il est vite fait un peu bully à l'école, etc., tu vois. Mais au final, t'as jamais vraiment senti tu dis jamais vraiment ce mec fait pitié, vraiment, tu vois. Tu le prends jamais en pitié, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, t'as carrément raison. T'avais un peu ça quand même dans le premier film de Sam Raimi, tu vois. Mais encore une fois, c'était que dans le milieu scolaire, tu vois, vraiment. Je trouve que en vrai, plus j'y pense, plus il y a des exemples qui contredisent ce que je dis, tu vois, mais... mais en tout cas, ouais, c'est un côté le côté humain, en tout cas, du personnage, c'est pour moi un truc hyper important. C'est quelque chose dont je parle énormément dans mes vidéos. Et je trouve que c'est souvent
pas assez mis en avant au profit de blagues un peu à la con, parce que Spider-Man c'est censé être un personnage marrant, tu vois, selon les gens, quoi, tu vois. Mais peut-être que cet humour, ça pourrait être une sorte de carapace, tu vois, par rapport à des choses beaucoup plus violentes qu'on pourrait faire avec lui, tu vois, et qu'on pourrait montrer, tu vois. Au final, c'est clairement ça, non ? Enfin, en comics, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Je dis pas que les films doivent reprendre ce qui se fait dans les comics, loin de là. Je dis juste que, en tout cas, dans les comics, c'est clairement ça. T'as ce truc que l'humour, c'est son arme pour pas devenir fou, en fait, tu vois, un peu, tu vois. Le mec, il a la vie la plus pourrie du monde, surtout dans les débuts. J'ai relu les débuts en comics récemment, et vraiment, il y a toutes les merdes du monde qui lui arrivent tous les jours, tu vois. Et c'est là qu'on revient un peu sur le côté pathétique dont je parlais avant. Il n'y a pas qu'à l'école où il se fait bully, parce que ça, limite, il s'en fout. Le truc, c'est qu'il y a tout qui s'acharne sur lui, il n'y a rien qui va, son oncle, il meurt, évidemment. Mais même après ça, sa tante, elle tombe continuellement malade, etc. Et t'as ce truc où, vraiment, il fait pitié, il est très... Du coup, ça le rend très humain et très adolescent. Enfin, ça renforce son côté adolescent, parce qu'en plus, il râle énormément, il est très instable émotionnellement. Et putain, je suis perdu, je sais plus ce que je disais à la base. Il y a beaucoup de... Moi, je te dis, je trouve que tu as eu des très bonnes idées. Tu vois, tu parlais de Spider-Man qui se fait bully, tu vois. Moi, c'est vrai qu'il manque une vraie scène. Et aujourd'hui, tu vois, on pourrait avoir des exemples. C'est tellement un sujet d'actualité, tu vois. Avec, tu vois, le numérique, tout ce qui se passe aujourd'hui, le harcèlement scolaire, ça a pris une place mais complètement folle. Si tu montres une vraie scène de harcèlement scolaire avec Peter Parker qui se fait complètement bully, mais avec des choses violentes, des choses beaucoup plus crues, pas juste un petit un Flash Thompson qui le taquine, tu vois. Ou alors ils se battent vite fait, tu vois. Non, tu montres quelque chose de traumatisant, peut-être qu'on prend des photos de lui et qu'on fait quelque chose de pas sympa avec ça, tu vois, genre. Si tu arrives à faire une scène comme ça et avoir un regard beaucoup plus dramatique et plus crédible, plus réel avec ton Peter Parker, là, je pense que c'est une adaptation que j'aimerais trop voir, tu vois, pour répondre à ta question. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de te confronter à ce genre de choses. Et du coup, ouais, ça rajouterait du drame à sa vie en tant que civil et ça renforcerait ce qu'on disait avant. Du coup, j'ai retrouvé le fil, c'est qu'on disait l'humour, c'est une carapace pour lui, tu vois. Ouais. C'est vraiment... moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, quand je le lis, c'est que vraiment, j'ai l'impression que les blagues, c'est un moyen pour lui d'extérioriser et de pas... de trouver un peu de légèreté dans toute la morosité de son existence, quoi, tu vois. Ouais. Bah, c'est marrant parce que tu le ressens pas trop dans les films, tu vois. Bah, moi, je l'ai pas trop ressenti dans les films, tu vois. Bah, en même temps, quand tu regardes dans la trilogie de Sam Raimi, il fait quelques blagues, mais pas tant. Ouais. Et tu sens pas forcément que c'est... En vrai, il en fait quand même, mais tu sens que c'est... Enfin, tu sens que c'est pas forcément un échappatoire pour lui non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai qu'après, dans les films d'après, celui d'Andrew Garfield en fait beaucoup quand même de blagues, mais souvent c'est un peu gênant, je trouve. Ouais. Malheureusement. Et Tom Holland en vrai pareil, donc c'est vrai qu'il y a... Je pense que l'humour du personnage pourrait être mieux utilisé, ouais, clairement. Et quand je vois ce qui a été fait avec les Gardiens de la Galaxie 3, tu vois, qui pour le coup, tu vois, l'arc avec Rocket, tu vois, qui est beaucoup plus... Tu vois, on reste sur un film familial, tu vois, et un film qui a bien marché, mais... Par rapport aux deux autres, il y a quand même un aspect dramatique qui est beaucoup plus profond. Et on est sur chez Marvel, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir. Bah, j'ai un peu d'espoir. Où je me dis, c'est un minimum possible. Parce que même s'ils n'ont pas été non plus dans un truc extrêmement violent, ils ont réussi à aborder des thématiques, des sujets forts, tu vois, l'exploitation animale. Ouais, clairement. Ouais. Et à rendre ça quand même plaisant et familial, tu vois. Et pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas avec Spider-Man ? Après, tu vois, dans les Gardiens de la Galaxie, t'as ce côté un peu science-fiction. Et la science-fiction a toujours eu un peu cet aspect critiquer les dérives du monde moderne, du capitalisme et tout, en les extrapolant et en faisant des parallèles, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que la science-fiction permet ça parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Là, dans un univers réaliste, peut-être ce serait moins compliqué, mais c'est quand même hyper intéressant et je pense que, ouais, en effet, ça pourrait être cool de ramener des sujets plus profonds dans les films, quoi, en tout cas, à ce niveau-là. Moi, je trouvais que la première trilogie de Sam Raimi, par exemple, traitait hyper bien le sujet de la relation amoureuse de façon générale, tu vois. Ouais. C'est un truc qui m'a frappé quand je les ai revus récemment, c'est que on critique souvent la relation entre Peter et Mary Jane, et moi, j'ai souvent fait partie de ce truc-là où je critiquais notamment Mary Jane, etc. Et en fait, quand tu le revois, tu te rends compte déjà que le personnage est super bien écrit déjà, qu'il est pas... qu'au final, c'est surtout Peter qui se comporte comme un con avec elle, tu vois. Oui.
Et surtout, en revoyant les 3 films, surtout en grandissant, tu te dis, mais en fait, c'est vrai que c'est ça une relation amoureuse, tu vois. Une relation amoureuse, c'est pas tout beau tout le temps, c'est pas tout beau tout rose. Des fois, t'as des non-dits qui finissent par exploser, tu prends sur toi, etc. Tu fais des concessions, quoi, tout simplement, tu vois. Tu te dis les choses quand il faut, des fois c'est un peu trop tard, donc tu te disputes, etc. Et je trouve que la relation, elle est vachement réaliste. Et surtout, au-delà des disputes, bah, tu finis par vous finissez par avancer à 2 parce que c'est ça l'amour, quoi, au final, tu vois. Et j'ai trouvé, en les revoyant, ça m'a vraiment frappé avec mon œil d'adulte de me dire que je trouve ça hyper bien fait, quoi. Et justement, j'aimerais bien revoir des sujets comme ça, pas forcément sur les relations amoureuses, mais des sujets traités de façon adulte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah, à un intervalle très proche, je me souviens, on avait regardé 500 jours ensemble et pas très loin un Spider-Man, tu vois. Bah, 500 jours ensemble de Mark Webb en plus. Et derrière le Spider-Man 1 avec le comportement de Mary Jane qui est très frivole comme je te l'avais dit la dernière fois, tu vois. Et au final, une relation amoureuse, tu vois, bah, t'as des meufs. À un moment donné, t'es Mary Jane, t'es la meuf la plus populaire du lycée, tu vois. Bah, c'est normal, tu vois, c'est la réalité que bah, t'es jamais toute seule, tu vois. Quand t'es au prime de ton attractivité scolaire, bah, c'est normal que t'as tous les garçons que tu veux dans ta poche, tu vois. Et c'est normal pour elle de se sentir avec le besoin d'être accompagnée, tu vois, parce qu'elle l'a toujours vécu. Ouais, comme tu dis, surtout qu'on voit dans le film qu'elle a une vie de merde, quoi, tout simplement, tu vois. Surtout que c'est fait de façon très subtile, peut-être trop pour certaines personnes, tu vois, mais ouais, tout le personnage est bien écrit, quoi, et vraiment, ça m'a frappé en les revoyant. Et on en a rigolé ensemble, tu vois, parce que je me souviens, Spider-Man 1, on l'avait revu ensemble, et on en a rigolé, on était en mode, oh putain, Mary Jane, elle abuse, putain, elle a 4 queues dans le film et tout. Et au final, c'est vrai que tu regardes, mais t'as clairement les scènes qui viennent contrebalancer cette idée-là et justifier son comportement, et qui donnent du poids au film, quoi. S'il y avait pas ça, le film ne serait pas aussi bien. Ouais, tout à fait. Puis ça témoigne d'une vraie évolution du personnage et même du couple en lui-même, tu vois, au long des 3 films. Ah bah c'est clair, moi j'aime trop le fait que Mary Jane, par la suite, tu vois, elle sort de « je suis la meuf la plus populaire du lycée » à « je suis serveuse ». Et je suis une actrice qui fait tout pour essayer de percer, et t'as le rapport qui s'inverse un petit peu avec Peter, quoi. Tout à fait, exactement. Ça rend les choses intéressantes, les choses évoluent. Et voilà, et on aimerait voir des personnages qui évoluent au cinéma, c'est ça la conclusion de ce podcast. C'est ça, on demande pas grand-chose, hein. Ah non, on demande pas la lune, hein, on demande juste des personnages bien écrits, franchement, c'est pas la mer à boire normalement. Enfin bref. C'est même pas bien écrit, des personnages qui évoluent. Ouais, bon, ça va un peu ensemble, hein, quelque part, je trouve. Non, mais je veux dire, tu peux avoir un personnage bien écrit qui a des belles phrases, des belles tournures, tu vois. Tu peux avoir un personnage qui n'évolue pas, mais qui reste intéressant, tu vois. Si tu le vois pas beaucoup de fois. Par contre, je vois ce que tu veux dire. Mais à un moment donné, tu vois, genre, si ton personnage, il est là, il est bien écrit, mais n'évolue pas, bah, effectivement, ça pose problème, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment le terme évoluer qui fait que tu passes dans la catégorie, ah ouais, personnage très intéressant. Ouais, clairement. Bon, on va se diriger tranquillement, je pense, vers la fin du podcast. Pour conclure, c'est un truc que je veux faire dans ce nouveau concept, c'est proposer à l'invité, donc à toi, de recommander une œuvre importante pour toi, que tu aimerais faire découvrir au plus grand nombre. C'est pas obligatoirement un truc en rapport avec Spider-Man, et c'est pas obligatoirement un truc de niche ou pas connu que t'as envie de mettre en avant, ça peut être un truc hyper connu. Je veux juste que ce soit que t'aies quartier libre pour présenter quelque chose que t'aimes. Alors là, je vais pas te mentir, en plus j'ai pas du tout fait mon choix, tu vois, genre quand j'ai vu la question, j'étais en ça va être dur pour moi. Tout à l'heure, je repensais un petit peu à Spider-Man, un truc que j'aime bien dans Spider-Man, tu vois. C'est cette espèce de relation qu'il a avec ses mentors, tu vois. Je pensais à un film, justement, un de mes films préférés, tu vois, qui parle un peu de cette thématique-là, la thématique du mentorat, qui est notamment avec un acteur emblématique des Spider-Man de Sam Raimi, qui est Jonah Jameson. Ouais, c'est Jameson. Yes. Et du coup, qui est J.K. Simmons et qui joue dans le film Whiplash. Du coup, si j'essaye de faire un parallèle avec Spider-Man, je vais quand même essayer. T'es pas obligé, hein. Je suis pas obligé, mais je me sens obligé de le faire quand même. Vas-y. C'est un podcast sur Spider-Man, j'ai pas envie de... Mais ouais, en tout cas, moi, ça fait partie des œuvres qui me parlent le plus, et c'est une thématique que j'aimerais énormément traiter un jour dans les histoires que j'essaie de raconter.
c'est la relation en tout cas et la pédagogie qu'on peut avoir quand on est un mentor. Et justement, Whiplash, ça traite de ce sujet-là, avec un type de pédagogue qui est joué par J.K. Simmons et qui a une pédagogie très particulière, très violente, très brute. Et un élève du coup qui vient se confronter à ça et qui est très motivé et qui est compatible à sa pédagogie qu'il essaye de mettre en place depuis des années, mais qui ne porte pas forcément ses fruits. Et du coup, avec ce film-là, on a vraiment genre un regard en tout cas sur ce qu'est l'éducation en tout cas. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tu vois, même quand on voit l'éducation qu'on a en France, le système éducatif est très, très compliqué, tu vois, même nous qui avons fait la fac, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un élève, c'est de retenir les informations. Et c'est tout, tu vois, genre, c'est la seule manière qu'on a d'enseigner. On n'enseigne pas forcément une capacité à penser, mais une capacité à retenir. Et du coup, c'est pour ça que ce film, je l'aime beaucoup. C'est qu'il y a une pédagogie qui est peut-être monstrueuse, mais qui reste intéressante, et qui vise en tout cas à produire l'excellence. Et ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je vous le recommande. C'est un film qui est quand même populaire, qui est très bien perçu, que ce soit par la presse ou le public. Mais moi, qui fait beaucoup d'écho en moi. Et en tout cas, le lien que j'en fais avec Spider-Man, c'est cette relation qu'il a, ce mentorat qu'il a. Voilà. Et bah super, franchement j'aurais pas dit mieux, c'est également un film que j'aime énormément et que je vous invite à voir si c'est pas encore fait. Je sais pas sur quelle plateforme c'est disponible, si c'est disponible sur une plateforme même. Fut un temps, il y avait Netflix. Attends, je regarde ça. Et Prime, ça se partageait entre les deux. Je regarde ça en live. Enfin pas le film, hein, je regarde où est-ce qu'il est disponible. Ah, ouais, ça va être un peu long. Surtout en podcast. Du podcast un peu long. Et bah j'ai pas l'impression que ce soit dispo. C'est dispo sur Apple TV, je crois. Ah, en location, ok, super. Donc si vous avez Apple TV, c'est bien, mais il faudra payer 4 € en plus. Très récemment, c'était dispo sur Netflix, mais ouais, effectivement, c'est les droits se baladent. Ouais, t'as eu ça sur Amazon, t'as eu ça sur Netflix, donc... Du coup, achetez le Blu-ray. Achetez le Blu-ray, ça vous fera pas... C'est pas déconnant, c'est un bon investissement. Ouais, complètement. Surtout qu'il est sorti il y a un moment, donc je pense que tu peux le choper à bon prix. Mais mais tu vois, pour faire le lien avec les mentors, tu vois, je pensais surtout, tu vois, à les Iron Man, tu vois, qu'on a eu dans les derniers films, tu vois. C'est vrai que ce genre de choses, c'est un truc qui est souvent décrié, la relation avec Iron Man. Et c'est vrai que même moi, c'est pas une relation que j'apprécie vraiment, mais je trouve que la prise de risque entre gros guillemets, hein, était intéressante. Je pense que c'est intéressant de donner un mentor à Peter. Ils l'ont pas fait de la façon la plus intéressante du monde, je trouve. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait et ça a donné ce que ça a donné. Je te rejoins complètement. Moi, il y a une espèce de frustration de voir qu'en fait, ils ont essayé de le faire et ça a jamais pris la bonne sauce, on va dire. Et je suis un peu frustré de me dire j'aimerais bien voir un Spider-Man avec un mentor où il y a vraiment un réel intérêt de le faire. Et tu vois, on parlait d'un projet qu'on aimerait voir, tu vois, c'est une thématique qui pourrait m'intéresser aussi. Ouais, complètement. Eh ben écoute, je te remercie pour ta participation, Jérémy. Allez, merci à toi, mon ref. Et je te laisse rappeler un peu à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent voir ton travail. Oui, alors du coup, moi, bande dessinée, l'idée c'est de la financer en campagne de financement pour l'année prochaine, en 2025. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Instagram de mon collègue illustrateur, @47tora, TORA. On croise les doigts pour du coup vous proposer la campagne de financement le plus rapidement possible. Et on compte sur vous. Eh ben, allez checker ça, c'est un très beau projet que j'espère voir fleurir un jour. Pour ma part, vous pouvez retrouver du coup les vidéos dont je parlais en début sur le Instagram de l'émission centralcast.mp3 ou sur TikTok centralcast.wave. On se retrouve, j'espère, ici très bientôt. Je vais pas m'imposer de rythme particulier pour les podcasts parce que j'ai pas envie de m'engager dans un truc que je vais pas tenir. Mais en tout cas, j'essaierai de faire ça un peu plus régulièrement. Il y a sûrement du contenu YouTube qui arrivera aussi tôt ou tard. J'en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai commencé à écrire des choses, mais il y a rien de sûr pour l'instant. Mais ça arrivera un jour. On veut voir ça. Ouais, moi aussi. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, c'était très cool, et je vous dis à très bientôt, salut. What a night for ducks. Say nothing of being a night for crime. Compliments of your friendly neighborhood Spider-Man.